pour produire des jeux vidéo, ben, on en parlait justement avec ces documents, ces éléments. Dire à aujourd'hui, métier, méthodologie pratique. J'appelle à venir me rejoindre Marine Mac, Laurent Veil, Sylvain Huette. Venez, n'ayez pas peur. Et puis Bertrand Brocard, inévitable, et qui sera là aussi. Monter. Hop. Est-ce que Laurent Veil est par là? Bertrand récupère le précieux sésame. Non, mais il est là, il est prêt, je crois que... Donc Marine Mac, directrice commissaire d'expo à Pixel Live Stories, enseignante également, spécialisée notamment... allez-y Laurent. Spécialisée notamment dans le concept art, et on verra à la fois... ces documents qui sont à la fois dans la lumière, enfin en tout cas je parle pour celles et ceux qui aiment les éditions collector ou les ouvrages, mais dont le métier finalement est assez peu méconnu, assez peu connu. Bertrand Brocard, donc créateur de jeux Cobrasoft notamment, chez Infogrames, le fondateur du CNJV. Laurent Veil, cofondateur, on a beaucoup entendu parler de votre nom depuis le début, donc puisque Loriciel a souvent été au cœur des discussions, mais aussi Visiware, DoYuno et Sync, donc vous êtes entrepreneur et co-entrepreneur. Et puis Sylvain Huette, pareil, inventeur, entrepreneur, créateur, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes notamment passé par Cryo, donc on va parler à la fois de vos parcours et puis de votre regard sur cette production du jeu vidéo. J'aimerais commencer avec vous, Laurent Veil, parce que par téléphone, vous m'avez dit, mais tout a changé, hein, ça n'a plus rien à voir. Alors, j'aimerais juste, qu'est-ce qui n'a plus rien à voir? Qu'est-ce qui finalement, à vos yeux, a changé dans cette manière de produire du jeu vidéo? Est-ce qu'on retrouve ce côté artisanat, industrialisation? Déjà, bonjour. On était déjà dans un monde où on ne connaissait pas encore les limites. C'est-à-dire que déjà, il faut se souvenir que, en gros, un ordinateur sortait tous les 3 mois, un microprocesseur tous les 6. À chaque fois, il y avait des évolutions. Et certaines sociétés, d'ailleurs, surfaient sur ça, Loriciel en particulier, c'est-à-dire essayer de créer des choses originales en allant un peu chercher dans la techno ce qu'on appelait à l'époque, toujours d'ailleurs, l'effet waouh. Mais effectivement, c'est un marché qui a, comme tout le monde sait, énormément évolué. Et en particulier sur le fait que, à cette époque, dans les années donc 83, 80, on va dire 90, c'était une seule personne qui faisait le jeu. C'est-à-dire qu'il faisait absolument tout. Le développement, le design, les graphismes, le son, voilà. Et bien sûr, on parle même de la conception, l'édition support, c'était quand même pas lui. Enfin, mais tout le développement, toute la conception et le développement. Et pour être honnête, il y avait des jeux qui arrivaient dans un tel état de perfection qu'on faisait rien. J'ai un exemple, par exemple, les créations des frères Guillon, que vous connaissez peut-être, qui ont écrit des produits comme le 5e Axe ou Sapiens, qui sont pour moi parmi les plus grands logiciels de l'époque. Je n'ai rien fait, pour être honnête. C'est-à-dire que non seulement ils envoyaient quelque chose de parfait, mais en plus ils envoyaient même le texte de la jaquette, et donc on avait rien à faire. Et donc il faut voilà, c'était une époque où, alors là, ils étaient deux, parce qu'ils étaient 2 frères et il y avait même une 3e personne. Mais dans beaucoup de cas, je pense à des auteurs comme Carlo Perconti, il était absolument seul. D'ailleurs, je vous ai amené des petites surprises, si vous voulez, je pourrais illustrer par moment. Oui, je vois qu'il y a des cassettes. On parlait de cassettes avec Bertrand. Donc ça, c'était, donc pour ceux qui n'ont pas connu, ça ressemblait à ça, le jeu vidéo à l'époque. Donc c'était voilà, des cassettes audio, dupliqué par quelqu'un qui était un copain qui de temps en temps se mélangeait de bandes et mettait de la musique arabe, et ce qui fait que la Fnac nous renvoyait des milliers de cassettes en disant que ça fonctionnait pas, parce qu'en fait son business au départ c'était de dupliquer des cassettes de musique arabe, et donc des fois il se gourait de master. Mais voilà, ça c'était parmi les tout premiers jeux de Loriciel, et aussi également d'ailleurs on faisait des utilitaires. On va en reparler plusieurs fois probablement. Ça par exemple c'était un moniteur, ça permet d'écrire en langage machine un petit peu plus facilement. Mais je ne vais pas être trop long. Donc, pour résumer, effectivement, il n'y avait qu'une personne, et puis ensuite, ça a évolué, c'était énorme, à 2, puisque le premier poste... 100%, c'est voilà, pas mal déjà. Le premier poste qui s'est scindé, c'était le poste de graphique. Parce que, évidemment, le développeur était rarement un bon graphiste. Et donc, la première chose qui a démarré en tant que dans ce split, ça a été les graphistes. Et il y a eu des scènes assez rigolotes, je vais en citer qu'une. À un moment, j'ai eu deux développeurs qui sont venus, mais vraiment furieux, dans mon bureau. 2 développeurs très connus de Loriciel, Pascal Jarry
et Vincent, et qui sont... non, pardon, je recommence. C'est le graphiste qui est venu dans mon bureau, furieux, et qui m'a dit « Laurent, il faut que tu fasses quelque chose. Ils m'ont dit que j'avais que 4 couleurs, mais il y a un autre développeur qui m'a dit que j'aurais pu en avoir 64 et qu'il a fait ça juste pour me faire chier. » Et en fait, bon, il était sur Amstrad, il n'y avait que 4 couleurs, mais l'autre a voulu lui faire une blague en lui disant que s'il avait travaillé avec lui, il lui aurait donné 64. Bon, maintenant, Vincent, t'es pas trop cool, quoi. Il lui avait donné que 4 couleurs. Et voilà, bon, ça donnait ce genre de choses quand les métiers ont commencé à se splitter. Marine Mac, moi j'aimerais parler avec vous du rôle du concept artiste. Pourquoi ? Parce que je rebondis sur le côté graphiste et aussi sur le côté artisanal industriel. Alors c'est quoi d'ailleurs c'est quoi le concept art et puis c'est quoi un concept artiste ? Alors, c'est vrai que parler des graphismes de jeux vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout parler des graphismes d'hier. En tout cas, il y a eu une grosse évolution due justement à l'évolution aussi du hardware, hein, du matériel. Le concept artiste, alors c'est un agent créateur qui intervient en contexte industriel et en l'état, il peut intervenir à n'importe quel moment de la production, c'est-à-dire en pré-prod, prod ou post-prod. Mais quand même, le propre du concept artiste dans son métier, c'est de designer, de concevoir. Et donc, le concept artiste, il va devoir traduire déjà en l'esprit, et puis après formaliser par la construction de représentations des concepts ludologiques, narratifs, sensibles. L'idée étant de vraiment, à ce moment du stade zéro de la création, de commencer à donner forme, à mettre au monde aussi des univers de jeu. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Et puis, sur cette dimension industrie, artisanat, c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisque le concept artiste, il peut à la fois travailler en tant que salarié dans un gros studio, mais il peut aussi travailler en tant que freelance, auquel cas il va être un petit peu détaché d'une équipe de production, mais il va devoir quand même travailler dans un ensemble de contraintes de prod. Donc il ne sera jamais en dehors totalement, complètement détaché. Mais c'est vrai qu'il a un statut un petit peu particulier et c'est ce qui conduit beaucoup à l'invisibilisation de son travail, puisque le fait d'intervenir très tôt dans la production et en plus d'avoir souvent ce statut de freelance, eh bien ça le détache pour beaucoup des autres acteurs avec qui il travaille et c'est ce qui conduit beaucoup à ce qu'ils soient un peu oubliés ou mis en marge. Oui, c'est ça. En tout cas, appartenant au monde de la pré-production ou début de production, ça ne permet pas de rester jusqu'au bout, voilà, post-prod, etc., etc. Sylvain Huette, même constat que Laurent, il y a eu un passage artisanat industriel. Voilà, moi j'ai surtout connu celui-là, même si je suis plus jeune que vous. Moi j'ai commencé l'informatique au Centre mondial de l'informatique, qui avait des machines libres avenue Matignon en 82. J'ai rapidement eu un TO7 à la maison, donc il y avait beaucoup de mémoire. Et puis à ce moment-là, donc on faisait ces jeux, c'était sur des cassettes comme ça. Et puis dans un magazine, Jeux et Stratégie, il y avait un article qui montrait qu'en fait c'est très facile de le faire éditer. Et donc il montrait, il y a une photo de Philippe Ulrich sur 60 jeux reçus, il n'en garde qu'un. Et donc j'ai appelé, j'avais 14 ans, et j'étais en troisième, et je l'ai rencontré. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Et 15 jours après, c'était à la Fnac, donc sous ce format-là. Voilà, donc moi j'ai connu cette période-là où on était effectivement tout seul. Le jeu était prêt. Oui, ouais, Philippe m'a dit tiens, retouche ça, 2-3 trucs. Et puis je l'ai fait rapidement parce que c'était pas très compliqué. Et en fait, ça allait très vite, quoi. Bon, c'était pas un jeu extraordinaire, hein, c'était un Othello, mais bon, enfin voilà, quand même. Et voilà, et donc c'était. On était dans un monde effectivement un petit peu différent où on pouvait faire les choses tout seul. Néanmoins, moi j'ai envie de dire que c'était pas si facile avec le recul, parce qu'on avait des machines qui avaient très peu de capacité. On travaillait, alors certains avaient un peu plus de moyens, ils avaient des lecteurs de disquettes, mais la plupart des gens comme moi avaient des lecteurs de cassettes. Donc on enregistrait, parfois on perdait le travail parce que la bande n'était pas bonne, etc., etc. Ça prenait des heures, on pouvait avoir une coupure de courant, tout s'arrêtait, on avait perdu tout ce qu'on avait fait. Un faux contact dans l'ordinateur, enfin c'était quand même assez épique. Et donc en fait moi j'ai l'impression que alors j'ai continué un peu dans l'univers du jeu vidéo jusqu'au début des années 2000. Puis maintenant je fais autre chose, enfin je fais des choses plutôt amusantes, innovantes aussi, mais c'est pas du jeu vidéo.
Et j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui c'est plutôt plus simple en fait qu'à l'époque. Aujourd'hui on peut mettre en ligne facilement un nouveau projet. Il y a 10 ans encore, il fallait acheter les bêtes serveurs, les machines, les raquets, aller mettre les câblages, etc., les configurations. Aujourd'hui on est derrière son PC, on peut tout faire et ça coûte rien. Et donc voilà, finalement les choses sont plutôt plus faciles aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo, moi telle que je l'aperçois, elle est rentrée dans un mode qui est plus celui de l'audiovisuel peut-être, où effectivement le graphisme, le son a pris beaucoup d'importance. Ça c'est apparu, moi je l'ai vraiment senti effectivement, enfin, Emmanuel, tout à l'heure Emmanuel Forçant montrait bien que le CD-ROM avait tout changé en fait, parce qu'on s'est dit comment on allait le remplir, et les programmes ça prenait jamais beaucoup de place, donc on a dit on va faire du graphisme, du son. Et je me souviens en 95-96 quand j'ai participé au Deuxième Monde, quelqu'un, je dirais pas qui, avait dit mais de toute façon l'artistique c'est uniquement dans un jeu vidéo c'est uniquement le graphisme et le son. Et moi j'étais là à dire mais il y a le calcul aussi, le calcul. Parce qu'en français on dit informatique, et ça c'est très français, très sciences sociales, sciences humaines. Dans les pays anglo-saxons ils disent computer. Donc computer en fait ça veut dire machine à calculer quoi. Hein. Et moi, j'ai toujours considéré que le calcul, donc au sens informatique, hein, c'est pas juste faire des additions, c'est voir comment on combine tout ça. Pour moi, il y a un vrai art qui est possible là-dedans. Hein. Pour moi, enfin mon métier, encore aujourd'hui, même si c'est pas dans le jeu vidéo, c'est l'art du calcul, quoi. Et je trouve que ça a été mis un petit peu au second plan par l'arrivée du CD-ROM, qui a permis à d'autres talents, mais plus traditionnels, de s'exprimer complètement sur ce médium. Bertrand, tu le disais tout à l'heure, c'est le CD-ROM et peut-être le fait de vouloir ressembler aussi, ou en partie au cinéma, qui a bouleversé le paysage. C'est pas de vouloir ressembler, c'est que tout d'un coup, on avait des enjeux qui étaient beaucoup plus grands, notamment financiers. En fait, jusqu'à présent, effectivement, au tout début, c'était une personne, pas nécessairement un programmeur, hein, parce que moi, par exemple, je me suis jamais considéré comme programmeur, parce que faire 10 lignes de basique, même 100 lignes de basique, hein, c'est pas de la programmation. Moi, je me suis pas développé avec un graphiste pour le faire rentrer. J'ai déjà fait rentrer un programmeur, ce qui a permis de continuer sur 2 pieds, c'est-à-dire des jeux d'aventure qui nécessitaient pas vraiment de programmation compliquée, et puis des jeux comme le flipper qu'on avait fait, où là c'était du langage machine, il fallait vraiment des talents de programmeur. Puis petit à petit, on a effectivement fait rentrer une graphiste, parce que nous on a eu chez Cobrasoft, on a eu beaucoup de graphistes en fait, enfin graphistes femmes, et même chez Infogrames aussi on en avait pas mal en fait, hein, parce que elles étaient effectivement peut-être cantonnées dans ces rôles, enfin cantonnées, elles étaient là parce que elles avaient appris le graphisme, ou elles étaient graphistes, hein. Pas qu'on voulait les cantonner dans ce domaine-là, mais c'était la réalité, donc c'était comme ça. Et donc on est passé effectivement de 1 à 2 à 3 à 4. Et puis la révolution, elle était effectivement dans les années 90, 91, avec l'arrivée du CD-ROM, mais avant justement du CDI, parce que le CDI était considéré comme une console, et ça s'est fait justement avec l'intervention de Philips, qui avait absolument besoin de produits pour son CDI. Ils avaient une masse de multimédia, de trucs, de galeries photo, de peinture, de machin, en gros de films un petit peu interactifs, que les gens qui faisaient de l'audiovisuel avaient pu utiliser, c'est-à-dire en gros mettre sur un CDI une visite d'un musée, c'est assez facile, on choisit la salle, vous avez une voix off qui vous raconte tout ça, puis vous sélectionnez, puis bon, on dit c'est interactif. Bon, ça ils savaient le faire les gens, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu technique, mais il n'y avait pas de jeu. Et Philips voyait arriver la sortie du CDI sans jeu, ça n'allait pas. Et donc nous, on n'a pas réussi à leur vendre. Mais Bonnel, enfin, il s'est trouvé que par connaissance, ils ont demandé à Bruno Bonnel de faire des CDI. Et Bonnel s'est tourné vers moi en disant tiens, tu sais faire des CDI, t'as commencé, tiens, t'as qu'à aller faire. Je dis oui, d'accord, mais en interne, parce que j'ai plus envie d'être sous-traitant d'Infogrames. En tout cas, je veux te payer, donc ça aiderait. Et donc, on a créé un département chez Infogrames qui s'appelait IWP, qui était un document de production multimédia, etc., spécifique. Et c'est à ce moment-là qu'on a embauché des gens, et on a cherché des gens qui étaient capables aussi de faire le lien entre l'interactivité, le jeu vidéo, ce que nous on connaissait,
et les métiers auxquels on allait faire appel, des gens du son, des gens du dessin animé, etc. Et par exemple, ce soir devait venir Olivier Ancenne-Trichard, qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir. Lui, c'est pas les trains, c'est un problème de santé. Et lui, justement, je l'ai embauché parce qu'il venait du dessin animé. Il avait fait des études de graphisme, mais il était dans la production de dessins animés. Donc, il connaissait très bien les méthodes, les coûts, comment on fait travailler ces gens-là, etc. Parce que nous, on n'avait pas envie d'inventer comment on fait bouger un bonhomme sur un écran. On avait envie d'utiliser les compétences des gens qui savaient déjà le faire. Hein. Et les gens qui font bouger des sprites en venant du jeu vidéo, ben, ils font pas du tout la même chose que des gens qui viennent du dessin animé, où on va amplifier certains mouvements, où on va faire des choses comme ça. Donc on avait envie de travailler avec eux. Et puis surtout, le fait de travailler avec Philips, ça nous a fait rentrer dans des normes industrielles. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer comme un infogramme. On disait, tiens, on va faire un produit comme ci, comme ça, etc. Des idées, on partait. Mais chez Philips, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marchait à l'américaine, bien qu'il soit néerlandais. Moi, ça marchait, c'est la filiale américaine qui s'occupait de tout ça au départ. Et chez Philips, il y avait le dossier jaune, le dossier bleu clair, le dossier bleu, le dossier vert, etc. C'était comme ça, point barre. Et donc, on rentre pas. Et en gros, Philips mettait 1 million de francs sur la table pour chaque titre. Nous, ça nous paraissait énormément d'argent, hein. 3 ans après, c'était une pré-prod hein, pour un titre. Hein. Mais pour nous, 1 million de francs sur la table pour un titre, c'était beaucoup d'argent. Mais il fallait sortir le dossier. Ça va être quoi? Dossier jaune, c'est 10 feuilles, c'est validé. Dossier bleu, dossier, etc. Et puis à la fin, vous arrivez avec des dossiers de ce type-là, dans lesquels il y a l'intégralité du jeu. Tout est écrit, tout est décrit. Mais ça, c'est un peu la technique du cinéma. Vous n'allez pas voir votre producteur en disant, voilà, ça serait un film, ça se passerait dans l'espace, il y aurait des forces. Non, il va vous dire, faites voir le synopsis, faites voir le découpage, on va voir le plan de travail, etc. Ça avance progressivement comme ça. C'est un peu des méthodes comme ça qu'on a appris. C'est pas une révolution en marche, hein, mais on les a appliquées en disant voilà, il faut être dans un cadre comme ça, et à partir de là, on va avancer progressivement. Et ça, c'était vraiment le changement. Et on utilisait effectivement les 650 mégas, mais surtout le CDI, par exemple, pour prendre son exemple, avait 1 méga de RAM. Oh, 1 méga de RAM, quand vous avez des machines avant, c'est génial. Sauf que vous allumez le CDI, déjà, il reste plus que 350K. Parce que le système en a pris 650. Et qu'est-ce qu'on fait? Et les gens, justement, qui n'étaient pas dans le calcul, dans la technique, nous, fallait les chercher, les octets, hein, et même les bits, en les grattant un par un, hein, pour gagner de la place, etc., faire des allocations mémoire, changer. Bon, ça, on savait faire. Tous les gens de l'audiovisuel ne savaient pas faire. Ils pouvaient qu'empiler des données. Donc, nous, on a réussi, justement, à faire des jeux en gardant ce côté technique qui nous venait des petites machines. Laurent Vallée, est-ce qu'il y a une masse critique sur laquelle on peut dire il y a eu un passage des entreprises de l'artisanat, voilà, on est 2, on est 1, 2, déjà c'est beaucoup, 3, et au bout d'un moment on se dit ah oui non là ça commence à devenir une production quasi industrielle ou industrielle. Je ne sais pas parce qu'elle a été en perpétuelle évolution, mais ce qui est sûr c'est que là les Américains avaient de l'avance par rapport à nous. D'abord parce qu'ils avaient un historique plus long, ils avaient commencé avec les consoles, Activision était déjà une très grosse boîte, et d'autres. Donc eux avaient déjà des équipes plus importantes que la nôtre. Donc nous on a effectivement, pour faire la liaison avec précédemment... Mais ça vous le saviez? Ce que je veux dire c'est que vous aviez déjà ces modèles-là, on vous les racontait, vous les croisiez, oui. Vous saviez que ça existait de telles structures, oui, on les voyait arriver, et puis on voyait surtout arriver aussi le Japon avec les limites qu'ils avaient créées pour faire que leur marché reste quand même très, très japonais. Ce qui fait que c'était très difficile de devenir développeur et publisher agréé de Nintendo, Sega, etc. Et donc, on voyait effectivement, en particulier des US et du Japon, un marché qui avait, on va dire, 3-4 années d'avance. Ça paraît pas beaucoup, mais à l'époque, c'était énorme. L'Angleterre qui s'était brouillée aussi pas mal et qui commençait avec des boîtes comme Océan, comme Elite, etc., à acheter beaucoup de licences, faire pas mal de daubes avec, mais quand même, quelquefois c'était quand même bien. Et donc nous, on était un peu à la traîne sur ça. Donc nous, on avait passé la phase de je coupe le boulot en deux, il y a le développeur et il y a le graphiste. Est arrivé un troisième larron, c'était le musicien, parce que c'est pareil, ça ne vend pas non plus. Et puis ensuite, les métiers ont commencé à se scinder, et dans ces métiers, des équipes ont commencé à se créer avec
des spécialisations sur chaque chose. Et mais il faut rappeler quelque chose, c'est que au départ c'était nouveau pour ceux qui créaient, mais c'était encore plus nouveau pour ceux qui utilisaient. Je vous donne encore des anecdotes, mais donc par exemple, je me souviens, le directeur des stocks de logiciels, il arrive et le premier jour, alors il faisait un peu tout, hein, il faisait comme tout le monde, donc il faisait aussi coursier, etc. Et donc le premier jour, les développeurs lui ont demandé d'aller acheter, c'était hyper important parce que le logiciel devait sortir le lendemain, de l'encre pour le stylo lumineux du Thomson. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, les Thomson avaient des stylos lumineux. Et donc il avait bien vu qu'il y avait un stylo lumineux, il lui avait montré. Donc tu vois, c'est pour ce modèle-là, il faut que tu m'achètes l'encre pour le stylo lumineux. Et donc le pauvre gars avait passé toute la journée à se faire ridiculiser dans tous les magasins de Paris pour essayer de trouver de l'encre. Mais je vais vous donner une autre anecdote, juste pour illustrer que c'était vraiment dans les deux sens. On avait créé un traitement de texte, on avait fait une filiale qui s'appelait Priam, qui était vendue à IBM, et qui avait fait un traitement de texte qui à l'époque était le traitement de texte le plus vendu en France, qui s'appelait Evolution, qui par exemple était bundlé avec tous les Amstrad PC. Donc c'était une très grosse vente. Et une fois, il y a une personne qui appelle l'Outline en disant « Écoutez, je comprends pas, mon texte il imprime pas, j'en ai besoin, ça imprime pas ». Okay, donc dans ces cas-là, il y avait des petits switches derrière les imprimantes, il y avait des problèmes de câbles, donc on passe dans tous ces trucs-là. Au bout d'une demi-heure, la personne à la hotline n'arrive pas à résoudre le problème et t'es désolé, écoutez, je sais pas quoi vous dire, on a tout essayé, envoyez-moi une copie de votre disquette. J'ai regardé, peut-être un problème de fichier et tout ça. Et donc 2 jours après, on a reçu une photocopie de la disquette. Donc en fait, il a mis la disquette dans un photocopieur. Il avait fait une photocopie, il nous avait envoyé la copie de la disquette. Et voilà. Enfin, c'est juste pour illustrer, j'en ai pas mal d'autres comme ça. Hein. Les gens qui m'appelaient en hurlant, en disant hey, sur Commodore 64, votre logiciel marche pas. Mais qu'est-ce que vous avez bien appuyé sur F4 pour lancer le jeu? Oui, j'arrête pas. J'appuie sur F, j'appuie sur 4, j'arrête pas. Voilà. Et voilà. Donc c'était quoi? Parce que c'était quoi? C'était de la science-fiction. On achetait quand on était cliente ou client, on achetait un peu de science-fiction à cette époque-là. Oui, et puis on découvrait tous. Hein, donc c'était magique ce truc. On le branche, boum, print hello. Et donc il y avait beaucoup de choses à apprendre. Marine Mac, est-ce qu'on a une idée j'imagine s'il y a des graphistes, c'est que le concept artiste était déjà là ou quelque part, mais est-ce qu'il y a une année ou une période d'apparition claire, j'allais dire, dans l'histoire? C'est assez particulier parce que nous aujourd'hui on parle de concept artiste, on peut aussi parler de concept designer ou de visual development artist pour le désigner. En réalité, avant d'être désigné comme tel, il était d'abord désigné comme illustrateur. Et la plupart des concept artistes qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie sont aussi illustrateurs à côté. Et donc, en fait, on a déjà, avant même de parler du jeu vidéo, on a déjà des artistes qui travaillent dans le milieu du cinéma et de l'animation qui font l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui sous la fonction du concept artiste. Et donc, dire qu'il y aurait une année de départ, c'est un peu particulier, parce que si on parle du concept art propre aux jeux vidéo, moi j'aurais envie plutôt de parler de la fin des années 90, parce que c'est à ce moment-là que de nombreux artistes qui travaillent soit comme illustrateurs, soit comme graphistes pour la publicité ou dans tout un tas de secteurs différents, vont commencer à découvrir le jeu vidéo et à notamment leur processus de conception. Je pense par exemple à Alexis Priclot, qui est donc cofondateur de Dontnod et qui travaille aussi en tant que concept artiste chez Marvel, qui lui en fait était illustrateur, qui faisait de la BD. Et en fait, il a découvert complètement par hasard le jeu vidéo, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il est allé à un festival de jeux de rôle et il a rencontré un stand de certains Cryo Interactive, en découvrant qu'en fait le jeu vidéo, comme d'autres industries, avait besoin de dessins, de travaux préparatoires pour concevoir ses jeux. Et en fait, du coup, le soir même, il est rentré chez lui, il a commencé à créer des œuvres qui s'approchaient de ce qui était recherché par l'industrie du jeu. Et il est revenu le lendemain et il a été embauché directement en fait pour travailler en tant que concept artiste. Donc j'ai envie de dire fin des années 90, mais on va quand même avoir un engouement à partir du milieu des années 2000, puisqu'on va voir la constitution notamment de forums qui vont se tisser autour de ces questions-là. Et on se rend compte que tous les gens qui font du concept art aujourd'hui ont eu connaissance ou en tout cas se sont lancés
notamment dû à l'émergence de ces forums en fait, de discussion. En formant des communautés, avec des fans d'un certain style. Oui, des médias en fait qui abordaient donc soit l'utilisation des outils numériques de création, de la peinture digitale, etc. Il y a une découverte en fait du processus de conception des jeux. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent, et donc on va essayer de chercher des plateformes pour apprendre, parce qu'on est à une époque aussi où les écoles de concept art en tout cas n'existent pas. Donc on est obligé de passer par l'auto-formation, ça va passer justement par ces forums qui va entraîner justement l'engouement, l'émergence de ce champ lexical appliqué au concept art. Bertrand, est-ce qu'il y avait des dessins préparatoires? Des dessins, il y en avait beaucoup chez Cobrasoft, mais est-ce qu'il y avait des dessins préparatoires à un moment pour dire voilà, c'est ça l'ambiance? Oui, comment dire, les graphismes au départ, on était extrêmement bloqué par la machine en fait. Il faut imaginer quand même, entre le monochrome, ensuite on avait 4 couleurs, 16 couleurs, il y avait des contraintes terribles. Par exemple, nous, quand on était en 320 par 200, le jeu, sur la jaquette, on écrivait haute définition. Je ne sais pas si vous voyez 320 par 200 sur un écran d'aujourd'hui, etc. Et on voit par exemple dans la vitrine qui est dehors, là où on a mis quelques éléments, il y a des éléments de Alone in the Dark, il y a aussi quelques éléments de Meurtre à grande vitesse. Et en fait, ce qui était intéressant, par exemple, pour vous imaginer le système graphique quand même pour Meurtre à grande vitesse, où c'est que quelques pixels en fait. C'est un rectangle avec quelques caractères redéfinis pour dessiner les sièges d'un TGV et les toilettes, enfin bref, le passage d'un wagon à l'autre. On voit tout le processus de dessin de la jaquette, en fait, avec le décalcage d'une publicité BNP pour trouver un TGV, le décalcage d'un dessin de chez Glénat pour récupérer un bonhomme, la superposition des deux pour faire un espèce de modèle, et puis ensuite ça partait chez une vraie graphiste qui était prof de dessin, et en fait qui nous avait fait la jaquette. Donc, au format des cassettes qui n'a pas été utilisé. Alors on voit le modèle qui n'a pas été utilisé, mais tout de suite on est passé à la boîte. Là on avait créé le Cobrasoft en fait en vrai, avant ça s'appelait RG Informatique, et là on avait une boîte cassette vidéo, donc bien plus grande, où là on pouvait s'exprimer de façon, etc. Mais après le vrai problème des graphistes, c'était de s'adapter aux contraintes de l'écran. C'est-à-dire que nous, quand on a fait, par exemple, la marque jaune, donc des aventures de Black et Mortimer, quand il a fallu dealer avec les éditions Black et Mortimer, ils ont voulu voir la tête des personnages. Et quand vous faites effectivement Black ou Mortimer, je peux vous assurer que le nez, il fait pas beaucoup de pixels. Donc si vous mettez le pixel à gauche ou à droite, ça va changer beaucoup le dessin. Bon, et manifestement, le graphiste avait réussi à faire un travail assez étonnant, parce que c'est franchement très bien. Mais c'est des contraintes terribles. Et puis vous sortiez de machine, vous faisiez ça en 16 couleurs sur un Amstrad, vous passiez sur l'IBM PC en 4 couleurs, vert, mauve, noir, et je sais plus quoi, et jaune, je sais plus quoi. Bon, tout d'un coup, là, évidemment, les contraintes reviennent. Alors maintenant, on a dans d'autres contraintes, c'est plus effectivement dans les effets, les choses comme ça, c'est calculé. Mais nous, après, la différence, elle s'est faite avec la 3D. C'est avec l'introduction de la 3D, là, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que pendant un temps, les logiciels sont devenus des films, mais pas très interactif en gros. C'est-à-dire que l'histoire, on avait des grands tunnels avec de la 3D, avec des belles images de synthèse, pour l'époque, elle serait plus belle maintenant, mais elle était pas mal quand même, on était étonnés. Mais ça devenait des espèces... On se retrouvait dans des jeux du début, j'ouvre la porte de gauche, il y a le monstre qui sort, j'ouvre la porte de droite, ça passe. Et puis après, une grande séquence vidéo, où il y a le monstre qui arrive. Bon, le gameplay était un peu oublié dans l'affaire, à mon avis. Laurent ? Je voulais juste ajouter, ça rebondir avec ce que vous avez dit d'ailleurs, que souvent ça avançait par le mélange de ces différents arts et de ces différentes créativités. Un logiciel qui a très bien marché chez Logiciel, qui s'appelait Bob Winner, en fait il a existé parce qu'il y a un développeur qui a eu l'idée saugrenue de démonter une imprimante, de remplacer la tête d'impression par une cellule photoélectrique, et puis de faire un petit ampli, etc., ce qu'il fallait pour récupérer, mettre une lampe, et de récupérer en fait ce qui allait passer. Donc en gros, vous avez compris, l'imprimante était devenue un scanner qui, ligne à ligne, allait scanner. Et donc le graphiste Bruno Masson, pour ce jeu, réalisait, il était très doué, les dessins à la main, donc c'était très beau, et ensuite c'était digitalisé par cette imprimante trafiquée, ce qui a donné des images à l'époque assez exceptionnelles de par la qualité. Donc là, ils ont vraiment travaillé en symbiose entre
le bidouilleur d'imprimante et puis le graphiste. Sylvain Huette, vous voulez... Oui, ça marche. Le colloque s'appelle Métier du jeu vidéo, et effectivement, en discutant, moi, ce que je perçois, c'est que l'époque dont j'ai parlé, les années 80, en fait, c'était pas des métiers, c'était juste des gens passionnés, et c'était pas que les gens qui en plus allaient jusqu'à faire des jeux. Ça, à la limite, c'était la dernière étape, mais avant ça, avant les gens qui créaient des produits qui allaient être édités, il y avait toute la masse de gens qui étaient passionnés par ces machines, qui recopiaient des programmes en basique. Et quand vous allumiez une machine à cette époque, donc c'était instantané, puis ça écrivait basique machin, ready. Et il y avait le curseur qui clignotait. Et j'ai toujours trouvé que ce curseur qui clignote, il a une énergie dingue, en fait. C'est-à-dire qu'il nous appelle à quelque chose et il est à notre service. C'est-à-dire qu'il attend qu'on lui dise quoi faire. Et on est libre, c'est-à-dire qu'on peut taper ce qu'on veut. Et en 84, le Mac est sorti. Et si vous vous souvenez du premier Mac, quand vous l'allumez, vous avez l'écran gris avec une disquette au milieu et un point d'interrogation qui clignote. Donc il y a toujours il y a toujours le clignotement, mais c'est pas du tout le même là. C'est le rapport est complètement inversé en fait. C'est-à-dire qu'on a au plus 2-3 disquettes, 2-3 logiciels, et tout ce qu'on a à faire, c'est choisir lequel on va mettre dans la machine. Mais tout l'aspect créatif en fait c'est évaporé. Et donc je pense que quand on était comme ça, soit seul, soit des petites équipes comme ça, avec chacun une compétence très, très identifiée, il y avait surtout de la passion. La passion de découvrir ce monde, et puis pour certains de dessiner, pour d'autres de faire du calcul. Et je crois que aujourd'hui, forcément, dans les années 90, quand les équipes ont commencé à grossir sérieusement, j'étais chez Cryo, je m'occupais de la partie Internet, on se disait, oui, mais ça se trouve, ça va faire comme dans le cinéma, c'est-à-dire que le type qui tient je connais pas grand-chose, mais le type qui tient le spot ou je sais pas quoi, il faut qu'il soit là, mais bon, il n'est pas très créatif, lui. Enfin, il ne demande pas d'être très créatif. Ça risque d'être pareil dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est aussi à ce moment-là que moi, je trouvais que c'était un milieu qui m'intéresserait moins. Et j'ai préféré aller dans une innovation qui soit pas une innovation ludique. Mais ce plaisir qu'on avait dans les années 80 au début, et tous mes copains avaient des ordinateurs comme ça, et tout le monde programmait 3-4 lignes de basique. Et je trouve que ce plaisir, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes, ils sont plutôt d'accord. Ce plaisir, il s'est pas transféré dans une autre activité créative aujourd'hui, quoi. Et c'est un plaisir de création qui est très particulier, quoi, et qui quelque part est là par terre, et il n'y a plus qu'à le ramasser, quoi. Et ce qui est paradoxal, parce qu'on le disait sur une table ronde précédente, les outils sont là. On parlait des outils middleware qui se sont démocratisé. Oui. Si on veut coder gratuitement aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le faire. Oui, alors c'est très compliqué. Et alors, le paradoxe est là, je veux dire. Oui, oui. Mais alors justement, je pense que j'en profite pour parler de ce que je fais aussi en ce moment en tant que passion, en tant que hobby. J'ai mis en ligne un site qui s'appelle Liberty Cells, qui est en fait une sorte de monde virtuel programmable dans lequel en fait vous allez pouvoir reprogrammer chaque case du monde, qui est avec une sorte de basique, donc très simple, et qui permet donc où chaque case est comme l'écran d'un de ces ordinateurs. Là, il fait 64 pixels de côté, donc c'est assez facile de conceptualiser ce qu'on peut faire dans un tel écran. Et tout de suite, c'est un monde virtuel, donc tout le monde voit ce que vous avez fait, il y a le partage, il n'y a plus du tout les freins qu'on avait. Et ça, je le fais tout seul, donc c'est pour illustrer. Alors effectivement, les graphismes, en fait, c'est un double de la planète Terre, donc je me suis fait aider, c'est-à-dire que j'ai trouvé en libre de droit sur le site de la NASA les photos satellites, donc je trichais un peu, je suis pas graphiste, mais j'ai des superbes images sur ce produit. Sur le son, je me suis mis au djembé récemment, donc en fait, j'ai mis les sons du djembé, ce qui permet de programmer des rythmiques. Enfin voilà, il y a moyen de biaiser, et puis un jour, il y a peut-être des gens qui seront vraiment créatifs sur ces graphismes et sons qui rejoindront cette initiative, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut être malin même, et faire quand même des choses sans équipe, avec très peu de moyens, et juste parce que il y a la passion de la création, et il y a la passion de transmettre cette passion, en fait. Laurent, vous vouliez ajouter ? Oui, non, j'étais obligé de rebondir sur ce qui vient d'être dit, et cette invitation qui était ce curseur clignotant, et l'évolution qu'il y a eu à travers les années, où nous, effectivement, on a eu la chance d'être dans une génération où on allumait un ordinateur et on commençait à le découvrir. On avait 12 ans, 14 ans, 15 ans.
et tout seul, on pouvait s'initier et découvrir étape par étape, et c'était gratifiant parce que tout d'un coup on découvrait une nouvelle fonction, on voyait ce que ça faisait, et c'était extraordinaire. Et franchement, la plupart des gens que vous retrouvez aujourd'hui dans l'industrie à tous les postes à peu près, beaucoup d'entre eux ont démarré tout seuls comme ça, juste en découvrant. Et ça a disparu, comme tu le dis, ça a disparu en gros à partir du moment où il y a eu le Mac. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où pour développer un print Hello, franchement, voilà quoi, il faut mettre 2 jours, savoir installer Linux, les DLL, commencer à utiliser un langage évolué, c'est extrêmement compliqué. Et donc sans vouloir aller trop loin, je vais pas teaser, mais ceux qui seront là à 20h, on va annoncer un truc qui pour moi me tient énormément à cœur et qui est important et qui va complètement dans ce sens. Donc ceux qui seront là, vous allez voir quelque chose d'intéressant qui a un rapport avec ça. On parlera langage, je crois. Ouais, on parlera langage. Métier passion, concept artiste, est-ce que ça va rejoindre? Est-ce que c'est un métier passion ou est-ce que c'est un métier argent? On va parler un peu d'argent, de choses qui fâchent, puisque dans ces changements-là, où c'est que ça se place? Alors de base, les concept artistes, ils sont avant tout artistes, qui se sont ensuite... C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'argent, hein, les autres, je voudrais pas non plus... Je ne vais pas me lancer dans une vision bohème, beaux-arts, de l'artiste qui crée par passion, bref. Mais c'est vrai que voilà, le concept artiste, c'est avant tout un artiste qui a été formé, pour la plupart d'entre eux, dans des écoles d'art, donc ils ont déjà une passion, une appétence, voilà, pour les arts, pour la création. Après, parler du sujet qui fâche, c'est-à-dire est-ce qu'ils font ça pour l'argent ou pas, je pense que s'ils le faisaient pour l'argent, ils le feraient pas. Bon, est-ce qu'ils arrivent déjà, parce qu'on parle de métier passion, est-ce qu'ils arrivent déjà aussi à monétiser, alors voilà, c'est ça la question, parce que vous soulignez le côté indépendant, donc le côté un peu précaire. Est-ce que du coup ça en fait un métier pérenne, c'est ça que je veux dire, ou est-ce que c'est un métier exception dans le jeu vidéo, j'entends. Alors c'est toujours difficile parce que évidemment sur tous les entretiens que j'ai pu faire avec des concept artistes, dès qu'on leur pose les questions un peu tu gagnes combien, c'est un peu comme parler de combien un youtubeur gagne aujourd'hui, c'est un peu le sujet toujours difficile à aborder. Ça dépend vraiment en fait des studios, des contextes de production. Évidemment, on peut pas comparer la paye d'un concept artiste qui va travailler par exemple chez Ubisoft, qui est salarié et voilà, qui sait à peu près ce qu'il va gagner, avec un freelanceur qui est dépendant en fait des commandes qu'on va lui passer, puisque les concept artistes, en fait, ils ont des portfolios qui soutiennent leurs univers créatifs, esthétiques, etc. Et en fait, pour chaque création d'un jeu, les éditeurs vont aller chercher ces concept artistes pour justement cet univers particulier qui pourrait potentiellement correspondre à la vision d'un projet. Donc on va vraiment les chercher pour des commandes en particulier. Donc vous allez avoir des phases où un concept artiste va travailler pendant 6 mois sur un projet, et puis après, pendant 3 mois, il n'y aura plus rien, et puis il va falloir trouver d'autres projets. Donc, on est sur un modèle d'intermittence du spectacle qui est purement celui-là, c'est-à-dire avec des phases très, très, très intenses et puis d'autres phases où il n'y a pas de projet, il n'y a pas de contrat, etc. C'est assez compliqué justement de donner des chiffres de ce point de vue-là parce que ça dépend de beaucoup de choses en fait. Sylvain Huette, la révolution, j'utilise le mot révolution même s'il est galvaudé, mais est-ce que dans le jeu vidéo, la révolution Internet a été plus forte ou au moins égale que celle du CD-ROM ? Parce qu'on a vu que le CD-ROM, depuis le début de l'après-midi, ici, a changé énormément de choses, notamment dans la multiplication des métiers, même dans la spécialisation, voire, comme le disait Emmanuel Forsens, sur l'ultra-spécialisation. Mais est-ce que l'Internet a aussi accéléré ces processus ? Accéléré, je sais pas, en tout cas ça les a vraiment transformés. Moi je me souviens quand j'étais chez Cryo de la deuxième moitié des années 90, Cryo Interactive qui était la maison historique, la maison mère faisait du jeu CD-ROM et donc moi j'étais à Cryo Networks, on faisait des mondes virtuels, des jeux en ligne, enfin c'était un peu le début. Et en fait au début on pensait que c'était un peu la même chose quoi, sauf qu'il y avait Internet en plus et on s'est rendu compte qu'en fait ça avait rien à voir et que c'était vraiment il y avait pas les ADN étaient incompatibles en fait entre les deux structures parce que le CD-ROM, une fois qu'il était sorti et l'équipe se désintégrait et était réaffectée sur de nouveaux projets. Et alors que sur le en ligne, on s'était rendu compte qu'en fait une fois que le produit était terminé, qu'il était lancé, en fait c'est là que tout commençait et que tout devait être prévu en amont pour que cette exploitation, parce que c'est le terme, puisse se faire déjà et puis soit rentable aussi. Donc en fait ça transformait tout mais
mais après, les évolutions vraiment du jeu sur Internet, moi je les ai moins connues puisque j'ai un peu quitté ce milieu en 2002, quoi, à la fin du groupe Cryo. Voilà. En revanche, ce qu'il y a à la fin des années 90, parce que Internet c'est ça, l'arrivée il y a eu un autre phénomène qui était d'ailleurs illustré par Emmanuel aussi tout à l'heure, qui était l'apparition de la 3D. Et là, effectivement, on est passé sur un monde un peu différent où il a fallu être un petit peu plus scientifique, quoi, un petit peu plus matheux, avoir un petit peu plus de compétences. Et je me souviens très bien, enfin moi c'était un de mes sujets parce que je suis plutôt matheux, quoi. Et en 95, j'étais en contact avec des chercheurs de l'INRIA notamment. Quand on parlait de jeux vidéo, c'était, ils nous prenaient pour des guignols, quoi. Et ça a changé dans les années qui ont suivi. En 2000, déjà les chercheurs, ils étaient plus intéressés par le jeu vidéo parce que finalement le jeu vidéo était vraiment en pointe sur la 3D, sur les algorithmes, enfin sur plein de choses, quoi. Et que les chercheurs en fait ils ont toujours besoin aussi de trouver des partenariats pour se financer. Et tout d'un coup, le jeu vidéo est devenu un interlocuteur tout à fait digne. Et donc ça, c'était assez intéressant de voir cette transformation-là. Oui. Ce transformation de regard. Hein. Oui, tout à fait. Du côté de la recherche. Bertrand Brocard, le mot de la fin pour cette table ronde avant les questions, mais j'aimerais sur ce. Est-ce que toi tu as vu le passage entre le métier passion et le métier, on va dire, le métier, enfin le métier carrière, le métier, je ne sais pas dire argent parce que c'est pas mais voilà, est-ce qu'il y a eu ce passage-là? Est-ce que toi tu l'as vu? Il y a un passage naturel, parce qu'en fait au début c'était, comme tu le disais, c'est vraiment de la passion tout court. Donc on était passionnés, c'était pas notre métier, on faisait ça, on n'imaginait pas que ça puisse même se vendre. Donc, enfin bref, et c'est venu comme ça. Mais c'est quand même resté à certains niveaux. Prenez par exemple les programmeurs, par exemple, moi j'ai des exemples chez Infogrames, où c'est la passion, c'est le côté passion des programmeurs qui finalement restait et pouvait faire un produit. Par exemple, Verali, par exemple, c'est un jeu de bagnole. Au départ, c'était un travail, enfin si je me trompe pas, mais j'ai ça en mémoire, c'était les programmeurs qui le midi travaillaient sur un jeu qui leur plaisait qu'à moitié, ou pour lequel ils étaient payés, donc faut faire bouger machin, on fait bouger machin, on fait avancer le programme, ça c'est le job. Mais pour se faire plaisir, ils développaient des routines pour eux, et il y en a un qui avait développé une routine de jeu de bagnole qui ressemblait à quelque chose de différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et donc, c'est Bonnel qui passe dans le bureau, qui voit ce jeu de bagnole, il dit c'est quoi ça? C'est rien, quoi. C'est une manip que je fais pour moi, et puis après ils vont en faire Verali. On dit, oui, mais c'est bien. C'est bien. Après, peut-être que le programmeur, il disparaît dans l'affaire, mais c'est le côté passion qui continue d'avancer. On se fait plaisir en inventant des routines, en trouvant des animations, des choses comme ça, qui sont pas nécessairement programmées. C'est un des trucs que je trouvais intéressant, par exemple, chez Google. Alors, je sais pas si ça se fait toujours. C'était le fait de dire aux ingénieurs, un jour par semaine ou une demi-journée par semaine, je sais pas combien, faites ce que vous voulez. Travailler sur un projet à vous, etc. Donc il y a toujours ce côté passion qui peut rester, mais bien évidemment c'est quand même resté aussi des métiers de labeur. En gros, on a besoin de tel intervenant. Et là on parlait d'intermittents du spectacle. Nous, je sais que quand les productions montaient en régime et en besoin, on n'allait pas embaucher des comédiens pour faire tous les jeux. Donc on faisait travailler des comédiens pour tel truc, on faisait travailler un studio son, ou un ingénieur du son, ou un dessinateur, etc., qui avait des statuts d'intermittents, parce que c'était comme ça économiquement, c'était certainement un bon choix. Ouais, et puis l'entreprise avait besoin de capacités, entre guillemets, artistiques. Il faut les trouver, et puis ils sont variés, en fait. Parce que sinon, tu refais toujours un peu la même chose. Donc il y a un intérêt quand même de pouvoir multiplier les compétences. Laurent, vous aviez dit que vous aviez des objets. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez amené comme... Je vous apporter un truc, je pense que c'est la première fois que je le montre. Mais on parlait tout à l'heure d'Internet. Merci. On parlait tout à l'heure d'Internet, mais avant Internet, beaucoup des boîtes, et en particulier françaises, grâce au Minitel, avaient commencé à développer des différents types de réseaux, soit pour échanger des programmes, pour échanger des messages, pour échanger des tas de choses différentes. Nous, on avait sorti un produit dont je suis toujours très fier, qui s'appelait Loritel, qui en fait retournait le modem du Minitel pour s'en servir
donc de modems. Et on avait développé toute une suite de services. On avait mis ça en freeware à l'époque, on l'appelait pas comme ça. Et les gens avaient commencé à développer des logiciels pour échanger. Et ça, ce que je vous ai apporté là, c'est assez rigolo. Voilà, vous voyez pas grand-chose. Là, vous allez peut-être reconnaître une cartouche Game Boy. Et là, vous reconnaissez peut-être un modem. Un modem téléphonique. Hein. Et donc, en fait, on avait développé un émulateur Minitel sur Game Boy. Et ça permettait en fait de se promener avec son Minitel n'importe où en France. Il fallait prendre ça, on branchait ça sur sa Game Boy, et puis du coup, on pouvait consulter n'importe quel service qu'il y avait sur Minitel à l'époque. Directement sur sa Game Boy, ça marchait super bien. Et j'ai été le proposer à Nintendo et ça les a pas vraiment intéressés. Pourtant, Dieu sait qu'ils étaient en avance sur le côté, accessoires, même en ligne, etc. Ils ont. Mais j'ai retrouvé ça. Donc voilà un émulateur Minitel sur Game Boy qui n'est jamais sorti. Et puis, ça c'est plus anecdotique, mais ce qu'a dit Bertrand est très important. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois dans les couloirs, je me suis arrêté sur un truc en allant voir, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais attends, c'est vachement bien, on pourrait l'utiliser pour ça ou ça. Effectivement, c'était. Et en particulier, il y en avait un qui avait bidouillé un joystick parce qu'il avait pas assez de place sur son bureau. Et en gros, c'est devenu un produit. C'est un truc que vous colliez sur le côté de votre clavier et ça faisait un mini joystick qui était juste collé sur le clavier. Et ça fait partie de toutes ces bidouilles et ces inventions de toutes les équipes qui restaient dans les bureaux. Une bidouille qui existe encore, mais je pense ou qui est revenue, comme le disait Sylvain Huette, mais je pense sous différentes formes, et qui reviendra de toute façon. On a aussi parlé de l'émergence au milieu des années 2000 de cette génération indépendante qui, elle, effectivement, utilise des outils beaucoup plus accessibles, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois déjà une main se lever dans l'obscurité. Un monsieur avec de la barbe, je crois. Oui, c'était pour préciser, moi personnellement j'ai eu un CPC 464 quand j'avais 8 ans, magnifique, et ce qui est très important de savoir, c'est que c'était livré avec surtout une documentation exceptionnelle. Et c'est ça qu'on a perdu aussi par la suite. C'est-à-dire très explicatif, c'est un vrai manuel. On avait des listings qu'on pouvait recopier, et puis ensuite on avait la possibilité de les modifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on avait une auto-formation qui était très claire. Moi, à 8 ans, il n'y a aucun problème pour que je comprenne ça. Et puis, on avait aussi la chance, dans les années 80, d'avoir informatique pour tous à l'école, de pouvoir coder aussi dans un autre langage en Logo sur des Thomson MO5. Nous, on avait les Thomson MO5 en réseau, avec un goupil qui est le prof se permettait de vérifier ce qu'on faisait sur nos ordinateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réellement perdu. Et c'était hyper important. Dans notre documentation Amstrad, on avait des organigrammes. Les organigrammes, c'est ce qu'utilisent maintenant les étudiants dans les écoles de game design pour pouvoir fabriquer, avec des if then else, les conditions logiques pour fabriquer un jeu. Et ça, c'était utilisable par la suite après, lorsqu'on faisait, par exemple, une démonstration en littérature ou en mathématiques. C'était utilisable à tout niveau personnellement. Et ça s'est perdu et c'était fondamentalement important parce que c'était de l'auto-formation et c'était pertinent à tout point de vue. Voilà. Restez jusqu'à 20h. Avec plaisir. Ça tease. Est-ce qu'il y a une question ou une réaction? En attendant qu'il y ait une question, ça vous donnera le temps. J'ai retrouvé un document qui est intéressant parce qu'on dit souvent, on a parlé du travail d'équipe. Et par exemple, chez Infogrames, la technique, c'était à la Disney, en fait. Il n'y a pas de personnalisation. Dit Carole, il y a Bruno Bonnel présente. Et derrière, il n'y avait pas... Personne n'avait de royalties sur les produits, des choses comme ça. Enfin bref, ça n'existait pas. L'auteur n'existait pas. Mais au début d'Infogrames, il y avait quand même ce document qu'ils ont publié en 86, alors je ne sais pas si on le voit là dans l'écran. En tout cas, ça s'appelle AuthorKit. En fait, c'était justement en 86, il n'y avait encore pas cette industrialisation, etc. Et on travaillait beaucoup, tous les éditeurs, avec des auteurs indépendants. Et donc, comme Sylvain, nous, on a édité des tas de jeunes aussi chalonnais, parce que tous les éditeurs, on avait besoin d'un catalogue.
On pouvait nous faire des produits un peu plus élaborés ou des choses comme ça, mais il nous fallait quand même un Othello, un machin, un jeu de ceci, un jeu de cela, et que nous proposaient justement des jeunes qui, comme Gérald, s'étaient formés tout seul, avaient acheté un Amstrad, un Auric, etc., puis avaient fait comme tout le monde, programmait, puis dire, tiens, je vais programmer alors un jeu d'aventure, bon. Donc on prenait des auteurs de ce type-là qui avaient effectivement 14 ans, ça faisait un petit fond de catalogue. Mais chez Infogrames, donc, c'était un peu la même technique, et ils avaient créé tout un kit, justement, à destination des auteurs, avec leurs droits, leurs conseils pour la GSA, comment déposer, comment protéger leurs trucs. C'est assez intéressant de découvrir ce manuel. Moi, je connaissais l'existence, mais bon, il a été rapidement, on va dire, mis sous la table avec la montée en puissance. Enfin, voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les années 83 déjà, parce qu'on parle des métiers, des choses comme ça, des techniques de l'image, l'agence Octec avait été créée par Jack Lang en 82 ou 81, peut-être même quelque chose comme ça, dès son arrivée, avait édité des documents sur l'image dans le jeu vidéo, la création française en jeu vidéo, etc. Des documents très intéressants, justement répertoriant un peu toutes ces techniques. Et ça existait dès 83. Ils avaient créé donc un prix arcade pour développer tout ça. J'ai dit 83, c'est parce que même 82 peut-être. Hein, c'était très tôt. Et déjà, c'était un peu formalisé. Il y a des gens qui avaient fait des études sur le sujet. Qu'est-ce que c'est la création jeux vidéo française en 83, quoi. Une question, Sébastien. Voilà. Oui, du coup, par rapport à ces questions de contact des auteurs, et parce que là, on est vraiment sur le format quasiment au départ dans l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, sur des modèles plus de l'édition du livre, hein, où on a des éditeurs qui font des appels à des œuvres, et puis ils font leur sélection, etc. Et du coup, ma question, c'est quelle forme de rémunération avaient ces auteurs? Est-ce que ça pouvait être disparate selon les maisons d'édition? Et est-ce que, par exemple, il y avait des logiques de royalties, etc., qui étaient reportées de l'industrie du livre, finalement? Ou est-ce qu'on était plus sur d'autres types de logiques? Je pose cette question parce que, finalement, comme on parlait dans les autres tables rondes de la délimitation des corps de métier, leur image, c'est vrai que, du coup, le statut juridique, notamment par rapport à la rétribution, est extrêmement important sur la façon dont se sont constitués ces métiers aussi. Parce que, du coup, si les graphistes étaient rémunérés en droit d'auteur, ça montre que eux étaient considérés comme les auteurs. Est-ce que les programmeurs l'étaient? Est-ce que, enfin, voilà, comment pouvait se penser cette répartition? Et est-ce qu'il y avait davantage de la rémunération aux produits fournis ou une rémunération royalties? Enfin, voilà comment, parce que les cadres juridiques à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, peuvent être des fois flous. Bon, il y a eu des progressions sur le plan légal, mais à l'époque, comment ça se passait? Moi, je peux répondre pour Cobrasoft, mais je pense qu'il y avait effectivement des grosses différences d'une société à l'autre. Parce que j'ai quelques témoignages d'auteurs qui m'ont dit, moi j'étais content, ils m'ont donné un logiciel gratuit et je leur ai donné mon logiciel. Hein. J'ai eu des témoignages de ce type-là. Nous, il se trouve que chez Cobrasoft, on était auteur, mon co-créateur, Gilles Bertin, parce qu'on s'était associés tous les deux, lui c'était la partie programmeur, tous les deux on se rémunérait comme auteur sur nos titres. Donc on avait une politique assez claire de rémunération des auteurs qu'on appliquait aux autres. Hein. Donc en gros, on n'avait pas plus de droits, de choses comme ça. On vendait sûrement plus nos titres à nous, parce que sûrement, c'était des meilleurs titres peut-être aussi, mais je veux dire, voilà. Donc on avait la même rémunération. Alors dans nos archives, on va trouver beaucoup de contrats, de relevés de royalties, de choses comme ça. Alors après, ça a changé dès qu'on a commencé à embaucher du monde, et à pas être simplement nous, mais faire intervenir embaucher un programmeur ou embaucher alors il y avait des cas particuliers, par exemple Roland Morla qui était notre programmeur, notre lead programmeur, il y en a pas 50, qui a travaillé par exemple sur un jeu de dames. Le jeu de dames la technique était tellement importante qu'il touchait aussi des royalties par ailleurs. Hein, mais là, c'était un peu un cas particulier. Puis ensuite, quand on est rentré dans le système, on va dire, normal, de production pour Infogrames, etc., là, toutes ces questions-là ont disparu. Il y avait les salaires, point barre, il n'y avait plus la notion d'auteur. Laurent? Oui, peut-être pour compléter en donnant des chiffres. Donc,
juridiquement, c'était des contrats de licence d'exploitation. Financièrement, c'était des royalties qui variaient entre 10 et 20%, plus généralement autour de 20%, avec des reversements mensuels. Et ces 20% couvraient toute cette partie création, or évidemment tout ce qui était marketing, jaquette, enfin tout le travail de l'éditeur. C'était surtout vers la fin, enfin je dirais vers la fin, en tous les cas pas le début, accompagné d'avances sur royalties, parce que il fallait aider les auteurs pendant leur développement, et puis plus les développements prenaient du temps, plus évidemment il fallait les aider. Donc voilà un petit peu la mécanique générale. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où les équipes ont commencé à devenir de plus en plus nombreuses, ça devenait très compliqué de donner des bouts de pourcents par-ci, par-là. Et c'est de toute façon la même époque où les gens sont devenus plus des salariés. Et là, le sujet était un petit peu différent. Donc nous, chez Logiciel, on faisait comme ça. Et pour les salariés, il y avait quand même une prime sur intéressement en fonction des ventes de logiciels. Mais c'est vrai que les auteurs à l'époque, ils faisaient ce qui est logique, c'est-à-dire qu'ils allaient voir les éditeurs les plus réputés ou ceux qui avaient la meilleure image, parce qu'ils étaient plus fiers d'avoir leur jeu chez un tel ou un tel. Et donc, au bout d'un moment, mon boulot chez Logiciel, c'était pas très compliqué. Je recevais les meilleurs. J'avais en gros à essayer de décider si c'était bien et puis de les accompagner pour les terminer. Compléter au niveau droit, nous on déposait par exemple nos listings, on les déposait à la Société des gens de lettres. On parlait d'auteurs et de liens avec l'édition. Nos listings étaient déposés à la Société des gens de lettres comme un manuscrit. Tout simplement, c'est comme ça qu'on faisait. On n'avait pas trouvé d'autres techniques. Puis aussi, après, ce qu'on a mis en place, mais là on sort justement des royalties, c'est des coproductions. En fait, on a fait un certain nombre de coproductions de titres où là, on faisait venir des investisseurs qui, eux, avaient une part, on retrouvait le cinéma en fait, avaient une part de producteurs, donc sur les recettes du jeu, ils avaient N%, etc., que les coproducteurs se partageaient, mais il n'y avait pas d'autres droits d'auteur. Aussi, il y en avait eu, on les aurait déduits avant. Et là, c'est Infogrames qui a vraiment lancé ça. C'était les premiers à monter des prods et des coprods de ce type-là. En fait, ça s'est très peu fait. Ça s'est fait sur 2 produits de chez nous. En fait, c'était une idée de Bonnel, en fait, qui avait envie de copier ce système-là, d'autant qu'ils n'avaient pas trop de sous. Donc, il y avait besoin de trouver des financements. Donc, on l'a fait quand on a fait Full Metal Planet. On parlait de jeu de société, enfin c'est un jeu de simulation stratégique. On a fait Full Metal Planet qu'on a coproduit comme ça, ce qui fait que dans certaines bases de données, il y a ma tante qui est créditée comme auteur, ma grand-mère également. Donc c'est toujours surprenant de les voir à ce niveau-là, parce qu'en fait les gens n'ont pas fait la différence entre le côté producteur et le côté, et puis ils les ont vus dans les crédits en fait. Voilà. Enfin donc c'est toute une aventure aussi qui sera intéressante à développer. Combien coûtaient les jeux, comment on les produisait, combien ça gagnait. Il y a tout un sujet là. Sylvain ? Oui, moi je vois plus ça de l'intérieur, mais j'ai vu plus. Donc, effectivement, c'était la configuration à variable et ça avait des impacts parfois surprenants. Moi, mon premier logiciel, donc c'était quand j'étais adolescent, j'étais en droit d'auteur. Donc effectivement, j'ai découvert que c'était 20%. Je me suis dit, bon, c'est pas terrible. Et après, j'ai compris que c'était 20% du prix de gros. Donc en fait, c'est 50% du prix TTC, ce qui faisait que ça faisait plus que 10%. Donc je me suis dit, bon, ça va. Enfin bon, j'étais content quand même. De faire rentrer un peu de sous parce que j'ai pas d'argent de poche, donc même 10 francs c'était bien. Et après j'avais aussi eu le cas d'une commande, toujours quand j'étais adolescent. Là c'était on me faisait un chèque pour faire une adaptation d'un jeu. Et puis plus tard, après mes études, là quand j'ai rejoint Cryo, j'étais rémunéré en partie en prescription, là je crois maintenant, donc en partie en droit d'auteur et en partie en salaire. Et je pense que fiscalement pour l'employeur c'était intéressant, plus avantageux. Voilà, mais et donc en fait j'avais des vrais contrats de droit d'auteur sur la technologie on va dire de jeu en ligne pour simplifier que j'avais développé, qui était un des actifs principaux de la société. Et quand le groupe Cryo s'est
s'est désintégré donc en 2002. À la liquidation, j'ai pu faire valoir mon droit de préemption sur toute cette partie parce que effectivement j'avais un droit d'auteur. Voilà, donc finalement ça avait aussi un intérêt d'être en droit d'auteur, même encore à cette période-là. Donc maintenant je sais pas si ça se fait encore, mais à cette période-là ça se faisait, mais peut-être pour des raisons un peu bizarres. Pour le monde d'aujourd'hui, Marine, est-ce que le concept artiste, il a des droits d'auteur dans le jeu vidéo? C'est une question qui est lourde, mais elle touchera de toute façon la notion d'auteur, entre guillemets, dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours le nœud du problème pour le concept artiste, c'est-à-dire qu'il va produire la genèse d'un jeu, donc il va produire énormément d'œuvres, mais ces œuvres-là, elles sont au service d'une production, donc à partir du moment où il l'a produite et qu'elle s'intègre justement à la production d'un jeu, il n'a plus les droits sur son œuvre, c'est le studio qui récupère les droits, et donc il va pouvoir, une fois le jeu sorti, et s'il a la validation du studio, il va avoir la possibilité d'exposer son travail, de le présenter à travers son portfolio, etc. Mais il va lui falloir l'aval, parce que comme il n'a pas les droits, c'est aussi la problématique pour un concept artiste qui, par exemple, pendant 2 ans, 3 ans, va pouvoir travailler sur une production, mais pendant 2 ans, 3 ans, il ne va pas pouvoir montrer son travail. Et donc, une fois qu'il va arrêter son contrat, peut-être qu'il va avoir l'autorisation de présenter ce qu'il a fait, mais 1 an ou 2 ans après. C'est-à-dire que pendant 5 ans, en fait, on ne va rien voir de lui, et pourtant, il a bien travaillé. Et c'est ça aussi qui a participé, je pense, à cette forme d'invisibilisation de son travail. C'est que on est dans des logiques où, oui, il y a des logiques de confidentialité, il n'a pas ses droits. Donc, c'est tout ce contexte aussi de production qui explique la médiatisation très récente en fait et très tardive. Oui, et encore sur certains studios qui montrent, qui s'en servent comme matériel entre guillemets marketing, entre guillemets, en tout cas pour dire voilà, le studio ou l'éditeur travaille comme ça et voilà, on met des artistes en avant, mais tous les studios ou éditeurs ne le font pas. Je veux dire, ça dépend vraiment là, c'est la discrétion de chacun. Je veux dire. Oui, et puis même dans les procédés d'exposition en fait des concept artistes, on voit plein d'expositions. Alors c'est très bien de voir des concept art mis en avant, mais le problème c'est que vous allez avoir plein de concept art qui vont être affichés un peu pêle-mêle. Ça va donner l'impression que c'est des jolies images qui sont là pour décorer. Mais alors, est-ce qu'on va avoir des cartels qui vont venir expliquer qui est l'artiste qui l'a fait, dans quel contexte il l'a fait, quel parcours il a suivi, à quelle fonctionnalité répond aussi l'image qu'il a produite? Parce que je rappelle, le concept art, c'est un type d'image particulier. C'est pas une publicité, c'est pas une illustration. Ça répond à une fonctionnalité. C'est des documents de conception. Et tout cet aspect-là, en fait, d'analyse, de compréhension, en fait, de ces process, ils sont pas du tout encore aujourd'hui mis en avant. Il y a quelques cas qui commencent à émerger, mais voilà, c'est le vrai problème. Autre question, ici. Bonsoir. Je voulais vous rebondir en fait sur une partie liée au métier de l'animation du jeu vidéo. Moi-même venant de l'animation, en l'occurrence, il y a un parallèle qui s'est fait, c'est que on parle de cet âge d'or où tout le monde pouvait partir de zéro et inventer un programme tout seul ou à très très peu de personnes. On a un peu tendance à le sanctuariser comme un âge d'or qu'on ne peut pas retrouver, et pourtant on a vu que vers les années 2000, il y a eu la dématérialisation qui a permis, hors du circuit de distribution classique, d'avoir des auteurs qui ont pu à nouveau recréer des choses très simplement, tout seul, avec des, je sais plus, Super Meat Boy ou autres logiciels très simples, mais qui ont été distribués et qui ont un succès vraiment phénoménal. Et il y a eu le deuxième avènement avec le mobile, qui a à nouveau permis, à la fin des années 2000, d'avoir cette possibilité d'être tout seul, de fabriquer quelque chose. Alors ça n'a pas été le cas, il y a des studios qui sont rentrés dans la brèche, évidemment, mais l'évolution dont on parle et qui fait peur, c'est ces grosses industries, ces grosses boîtes qui d'un seul coup deviennent des industries lourdes, comme Ubisoft ou autres Electronic Arts, et qui donnent la sensation qu'on ne peut plus fabriquer autrement que via une grosse industrie du jeu vidéo. On a la même chose en animation, mais en fait, en permanence, il y a des auteurs et des nouveaux métiers qui peuvent s'inventer sans avoir la nécessité d'être nécessairement un sniper et d'avoir un bagage technique, de sortir d'école pour s'intégrer à l'industrie.
C'est plus un rebond, hein. C'est pas une question nécessairement. En plus, on a souvent parlé de cette génération indé qui perdure encore depuis le milieu des années 2000 et la dématérialisation et démocratisation des outils. Hein. Les deux sont allés, c'est-à-dire le business model, la possibilité d'entrer dans un business model, mais aussi la possibilité de construire des jeux pour ce business model-là. Donc, et c'est là les où deux coordonnées. Voilà. Exactement, c'est que nous, dans nos métiers de purs artistes, on voit aujourd'hui qu'il est possible, en étant artiste, mais sans programmer spécialement, sans avoir les compétences initiales de programmation, de commencer à sortir du jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire, c'est le cheminement parfaitement inverse de celui qui s'est passé dans les années 80, où c'était des programmeurs qui tentaient de faire du graphisme. Et aujourd'hui, on a des purs graphistes qui arrivent à sortir des médias. Mais on va peut-être faire rebondir un intervenant, mais attention, au début des années, dans les années 80, comme les graphismes n'étaient pas très exigeants, oui, bien sûr. Ça permettait aussi aux programmeurs de pouvoir être un peu tout. Quand on parle de projets individuels, c'est ce que disait Laurent, il fait tout, point. Il y a pas de... Moi, je pense que la créativité, elle peut s'exprimer de plein de force avec plein de possibilités. On parlait donc des années 80, moi j'étais pas programmeur. Dans mes jeux, j'ai réussi à m'exprimer en mettant d'autres produits que du programme. C'est-à-dire que dans la série des meurtres, il y a des objets, il y a des papiers, il y a des machins, il y a des trucs réels, il y a tout un objet qui sortent du jeu, parce que je ne savais pas faire les graphismes, donc là, je mettais des photos dans la boîte, et puis des coupures de journaux, et des objets comme ça. Bon, j'avais trouvé cette solution-là. Je repensais à Laurent qui disait aujourd'hui, si on veut faire Printello sur un écran, c'est quasiment impossible, il faut une journée, trouver Linux, machin. Non, moi je prends du HTML, je fais Printello, et le monde entier peut voir mon Printello sur le... c'est aussi une question de démarche créative, etc. Donc je pense qu'effectivement, moi, pour le jeu indépendant, il y a effectivement plein de possibilités, mais il y a aussi la possibilité de le montrer. Enfin, c'est l'intérêt justement du réseau, c'est qu'avant, vous faisiez quelque chose. Moi, le premier logiciel que j'ai fait, pour le montrer, j'ai pris le train, je suis allé à Paris, dans la boîte de Laurent, en face de la gare de Lyon. Il n'était pas là, c'était ton frère ou je sais pas qui. Il m'a dit, c'est très intéressant, on vous écrira. Bon, je suis rentré, je me suis dit, attends, j'ai peut-être pas besoin qu'on m'écrive, je vais le faire tout seul. Ça m'a laissé le temps de réfléchir, etc. Bon, puis finalement, je l'ai fait comme ça. Mais pour dire, à l'époque, l'exposition était très compliquée à avoir. On sent que ce colloque de paix devient petit à petit un colloque on déterre les haches de guerre petit à petit. On va peut-être... Juste pour préciser, je suis évidemment d'accord, hein, et heureusement, et c'est une évidence que en permanence, non seulement bien sûr il y a de la créativité, mais il y a aussi des gens, et c'est tout ce qu'on a appelé le casual gaming, etc., où on peut démarrer à partir de rien, etc. Peut-être juste pour illustrer ce que on disait, ce que je disais moi en particulier, c'est que, et on n'est pas dans un mode, oh mon Dieu, c'était mieux avant, c'est pas du tout le sujet, mais on pouvait à cette époque-là, à 8 ans, tout seul commencer à faire un programme. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup plus compliqué. Oui, ok, tu peux apprendre le JavaScript, le HTML, à 8 ans, vas-y. Ça va piquer quand même. Hein. Donc voilà, mais donc, ça n'a rien à voir avec à la fois ni l'esprit créatif, ni le process créatif, qui est bien entendu est toujours là. C'est juste que les outils ont évolué, quoi. Pardon, Sylvain. Oui, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même des médias qui sont fermés. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, ou une petite équipe de passionnés, pour développer un jeu sur console, par exemple, ça va être compliqué. Même ça va pas être possible, quoi. Il faut le dire clairement. Il y a une accélération de la je trouve pas le terme, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand vous saviez faire un jeu dans les années 80, un programmeur de jeu, c'était quand même c'est pas mal, tu as réussi à faire ça, c'est bien, quoi. Et puis ça a mis un certain temps, pendant longtemps, c'était encore quand même une sorte de statut, on va dire, de quelqu'un qui sait faire quelque chose que personne ne sait faire. Et je me souviens, juste après la bulle, au début des années 2000, on avait rencontré des financiers, et alors bon, évidemment, tous les gens comme nous, on n'était pas en superposition à ce moment-là pour discuter avec des investisseurs, et je me souviens que
un des FCR m'avait dit, de toute façon, les studios de jeux vidéo, c'est les prolétaires du jeu vidéo. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, le statut, il a vachement baissé quand même. Hein. Et puis, 10 ans après, quand on a pu commencer à faire des petites apps sur l'iPhone, hein, notamment, là, c'était marrant. Ça coûtait pas très cher, finalement. Hein, le téléphone, bon, une petite licence pour pouvoir développer. Il n'y avait pas de contrôle, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et quelque part, on me disait, ouais, j'ai fait ça sur le téléphone, c'est génial, quoi. Et parce que c'était vraiment nouveau de pouvoir faire ça sur un petit terminal comme ça. Et là, pour le coup, ça n'a pas pris 20 ans, ça a pris 3-4 ans à ce que finalement, développeurs d'app iOS ou Android, aujourd'hui, c'est quand même un peu le prolétaire de toute la chaîne. Quoi. Donc je crois qu'en fait, on peut rester créatif avec des petits moyens, mais pas sur n'importe quel support et en étant toujours au goût du jour des supports sur lesquels il y a cette opportunité, c'est-à-dire toujours sur le support nouveau, voilà. Et donc faut être malin et puis faut essayer d'être là au bon moment, au bon endroit. Et il nous faut conclure sur ces mots, à moins qu'il y ait... Non, Fabrice. Ah, est-ce qu'on peut... Fabrice demande le micro. Je peux ? Oui, non, attends. Okay. Non, enfin en fait... pardon, est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Si, il y a une dernière question là-bas, mais c'est très vite, hein, parce que là vraiment on est à la bourre. Bon, alors, je vais peut-être... vous avez parlé de déterrer la hache de guerre tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai 25 ans et Infogrames, j'ai pas vraiment connu en fait, parce que je suis trop jeune, je le connais surtout à travers les vidéos du joueur du grenier, vous connaissez peut-être, donc Tintin au Tibet et tout ça. Est-ce que parfois en tant que développeur, vous regardez vos anciennes productions et vous dites ah quand même là on avait fait un jeu quand même qui était pas terrible ou qui était quand même. Est-ce que vous avez parfois un peu honte de ce que vous avez créé ? Désolé, je sais, ça se fait. Pourquoi que honte d'ailleurs, hein, parce que pourquoi être fier et honte, on peut avoir. Je pense que c'est pour moi. Non, mais enfin, tout le monde a de quoi se reprocher. Ce que je comprends pas. Non, je ne vais pas prendre la casquette Infogrames. Non, globalement, oui, bien sûr, quand on regarde les jeux maintenant, il y en a certains, c'était opportuniste ou c'était des choses comme ça. Oui, non, on n'est pas fiers, enfin moi en tout cas, hein, pas fiers de tout ce qu'on a édité ou de tout ce qu'on a produit. Bien évidemment, on a aussi un œil critique, mais c'est aussi très difficile de comparer aujourd'hui et hier. C'est-à-dire que si on regarde les trucs d'hier à la lumière d'aujourd'hui, effectivement, on a du mal à... Quoi, ils vendaient ça quand même, etc. C'est pas possible. Et pourtant, oui. Hein, bon, je vais vous dire, celui dont j'ai le plus honte, mais je l'ai appris sur le tard, c'est Échec 3.7, parce qu'il nous fallait un jeu d'échecs. Un programmeur nous l'avait proposé. En plus, il était en stage chez nous. Il travaillait aussi chez nous. J'ai fait un jeu d'échecs. On a édité un jeu d'échecs 3.7. À 3.7, c'est mon idée. Hein. Faut dire que c'est pas un jeu d'échecs basique. C'est déjà la version évoluée. plus. Et c'était sur TO7. Et j'ai appris peu après, enfin, une fois édité, hein, que le jeu d'échecs, il jouait au hasard. Un coup autorisé, mais un coup au hasard. On le veut, celui-là, on veut son retour. Donc, ça c'est génial. C'était ça l'idée géniale. Donc sur un malentendu, on pouvait éventuellement... Ça c'est génial. C'est un coup de... Bon, on va Fabrice, tu... Oui, simplement. En tout cas, je vous remercie. On peut les applaudir quand même. Et comme on va enchaîner, alors pas immédiatement, étant donné qu'on va reprendre à 8h, et qu'il n'est pas 8h, ça ne vous aura pas échappé, et qu'on va avoir besoin de la salle pour un peu réaménager, comme vous avez fait l'effort, vous avez été en tout cas un très bon public, on va vous proposer d'aller faire une petite visite de l'e-lab en nocturne, tous. Donc voilà, vous êtes suffisamment pas assez nombreux pour que je puisse le faire, on va dire comme ça. Donc voilà, donc je vous invite à sortir et suivre Patrice ici présent. Vous allez voir Philippe là-bas qui vont vous guider jusqu'à là-bas. Et je vous invite après, derrière, suite à cette visite, de redescendre pour revenir et voir la dernière partie de ce colloque.